Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité nécessaire pour atteindre ses objectifs, pour être plus performant, pour être bon, voire même être le meilleur dans notre domaine. Cette qualité, c'est l'autodiscipline. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Qui d'entre vous n'a pas vécu la difficulté de quitter son lit? Parfois, on est là, on met un réveil. Ça sonne, on regarde, ah tiens, il est 6 heures, mais j'ai encore un peu de temps, donc je l'éteins. Ou je repousse. Automatiquement, avec les technologies actuelles, on repousse tout simplement de 5, 10 minutes, voire 15 minutes. On repousse. Et à la fin, on se rend compte. Ah tiens, il est déjà 7 heures. Je suis en retard. Donc on court, on essaie de brosser les dents vite fait, on essaie de prendre une douche. Voilà, on est un peu dans le tout doit être vite fait. Et à la fin, on arrive en retard au bureau, ou on arrive en retard à l'école, on reçoit des remarques de notre chef ou de notre enseignant. Bonjour la mauvaise journée. Ça ne fait commencer et ça entraîne des choses. Et quand on a expérimenté ça et qu'on accepte, ça revient et ça commence à atteindre un autre niveau. La prochaine fois, ce sera les tâches. Ah, il est un peu déjà tard. Je vais rentrer, je vais faire ça demain. Demain, on a d'autres engagements. Ah, est-ce que vous pouvez faire ceci? Ah, est-ce qu'il y a les collègues, les chefs qui demandent? Et à la fin, le retard s'accumule. C'est pareil en classe. On a des devoirs, on a des travaux à faire enfin à la maison. On le fait pas. Ah, il est un peu tard, je me sens un peu fatigué. Et on laisse pour le lendemain. Et le lendemain, le cours commence avec ce qu'on devait lire hier. Donc, on est quasiment à côté de la plaque. Et ce problème s'accumule. C'est une des raisons qui nous rend après médiocres. Les gens qui réussissent généralement dans leur vie, ce sont les gens qui ont de l'autodiscipline. On en parle souvent. L'autodiscipline, c'est quoi? C'est se libérer. Parce que qu'est-ce qui nous enferme dans tout ça? C'est la paresse, le manque d'envie, le manque de motivation. On se dit, ah, c'est pas mal de rester au lit. Un peu, il fait un peu frais aujourd'hui. Ce serait pas mal de rester dans ma couverture, dans ma couette. Mais qu'est-ce qui se passe généralement? Généralement, on regrette quand même. Parce que quand on est en retard, quand on a des remarques désagréables, on regrette. Et c'est à ce moment-là qu'il faut changer les choses. Sauf que 95% de l'humanité, ils préfèrent vivre dans ce regret et commencer à se lamenter, à se dire, ah, ils ont fait ça parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont eu beaucoup de chance, parce qu'ils sont nés dans le pays qu'il faut, parce que leur gouvernement leur a offert les meilleurs transports, parce que leurs parents sont riches, parce que. Cette vidéo risque d'être longue. Mais j'ai décidé de le faire, surtout en ce début d'année, parce que je trouve que c'est important. Toi, vous, moi, on mérite tous de réussir. On mérite tous d'atteindre nos objectifs. On mérite tous d'être meilleurs dans nos domaines. Comment on peut arriver à cela? Une des clés, bien sûr, c'est pas la seule, mais une des clés, c'est l'autodiscipline. Je vais partager avec vous 12 conseils, 12 astuces, 12 approches
qui pourrait vous aider à changer les choses. L'autodiscipline est un caractère, c'est une qualité qui demande plusieurs démarches, qui demande de la rigueur, mais qui demande aussi certains aspects en tant qu'humain, certaines valeurs, certaines acceptations de nous-mêmes. Et nous allons commencer par cela. Quand on dit discipline, parce qu'on a envie d'atteindre quelque chose, on a envie de, un jour, avoir ce qu'on désirait. Donc, avant ça, la première des choses, c'est l'acceptation de soi-même. Pourquoi? Je vous raconte une histoire. Mon fils, il a 8 ans aujourd'hui. Il y a 2 ans, il commençait à apprendre à nager. On le met dans l'eau, il a peur. Bien sûr, la première phase, c'est d'être à l'aise dans l'eau. Ça a pris 1 mois. Ça va. Après, on commence à vraiment nager. Pouvoir rester dans l'eau tout seul, avec ses propres moyens, son propre corps, pendant 15 minutes. Mais pas que ça. Il fallait apprendre à sauter pour avoir, parce que des niveaux, pour avoir première médaille en argent. Pour justifier qu'on est quelqu'un qui arrive à nager et qu'on peut être tout seul dans une piscine, il faut avoir cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il fallait sauter. Donc, on saute à 1 mètre, 3 mètres, 10 mètres. À 1 mètre, il hésitait un peu, il y va. À 3 mètres, il a dit, « Papa, j'y arrive pas. » Donc, je lui ai dit, peut-être que j'y arriverai pas non plus, mais je vais essayer. Et il faut voir. Donc, je sautais 1 fois, sauter 2 fois. Et là, il s'est dit, je pense qu'il est temps que j'essaie aussi. Il a sauté. Et depuis, il a sauté. Au moins 10 fois, il a pris du plaisir. Je lui ai expliqué que il est un enfant. Il a 6 ans. Donc, on montre l'exemple. Mais plus tard, tout ce qu'il doit faire, c'est d'accepter que sa personne, que lui-même, il est capable de le faire. À partir du moment où on accepte qu'on est capable de faire quelque chose, rien, mais rien ne peut nous empêcher de le faire. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va y aller, on va sauter. Peut-être qu'on aura un accident, ce qui est sûr, c'est qu'on fera le pas. Et c'est ça. Tout ce qu'on fait, le plus important dans la vie, c'est l'acceptation de ses capacités personnelles. Si vous n'arrivez pas à cette acceptation de votre capacité personnelle, ça va être très difficile de s'autodiscipliner. Parce qu'à chaque fois, il y a l'hésitation qui va s'ajouter à la paresse, qui va s'ajouter aux plusieurs autres points, les ressources, les conditions, les situations, et vous arriverez à la fin à ne rien faire. Deuxième point, c'est se fixer des objectifs. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a plusieurs objectifs. Et là, je vous encourage à voir et à commencer par les plus petits. Faire, par exemple, ou commencer par les rituels journaliers. Est-ce que tous les jours, j'arrive à boire de l'eau en me levant? Ce sont en fait ces petites victoires. Ce sont ces accomplissements journaliers qui nous donnent du plaisir, qui nous rendent plus forts et qui nous poussent à aller de l'avant et atteindre un objectif plus grand, plus haut, plus compliqué, plus difficile. Comme je disais lors de la natation tout à l'heure,
On saute d'abord 1 mètre. Ça a l'air facile. On regarde 1 mètre, c'est tout de suite là. On saute. On est content. On se sent accompli. On a fait quelque chose. On passe à 3 mètres. Ça devient plus compliqué. Et c'est comme ça. Si vous voulez écrire, par exemple, un livre de 200 pages, il faut commencer par pouvoir écrire 1 page ou 2 pages. Et comme on est dans ce registre de lecture, moi, ce que je propose dans un premier temps, c'est de parler, par exemple, l'objectif de lire. Il y a des gens qui disent c'est très, très difficile de lire, mais ça va permettre de m'évoluer. Ça va me permettre d'acquérir beaucoup de compétences. Ça va me permettre de stimuler mon cerveau. Mais comment faire? Parce que je sais que si j'arriverai à faire ça, peut-être que ça va m'aider dans mon travail. Ça va m'aider à être plus vif. Ça va m'aider à être meilleur qu'aujourd'hui. Donc on achète 1, 2, 3 livres. Si on s'assoit et qu'on se dit, je vais finir ce livre jusqu'à la fin de la journée, peut-être que vous allez y arriver aujourd'hui. Mais demain, après-demain, vous allez très vite perdre cet enthousiasme, cette motivation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je propose et ce que les bouquins aussi recommandent de manière générale, c'est de fixer des petites quantités journalières. Par exemple, je fais 3 pages par jour, par exemple. Avec 3 pages par jour, on finit un livre de 90 pages en 1 mois. Et c'est important, c'est petit à petit qu'on construit les choses. Et si on arrive à lire 3 pages aujourd'hui, on a un sentiment de satisfaction. Et parfois, quand on sent que c'est trop peu, on peut monter à 6 pages. Mais il ne faut pas tout de suite s'attaquer à 150 pages par jour. Un pas après l'autre. Quand on court un marathon, on s'entraîne d'abord à faire 1 kilomètre au tout début. Après 2 kilomètres, après peut-être 4 kilomètres. Mais à la fin, quand on fait les 42 kilomètres, on est à l'aise. Mais si le premier jour, on fait les 42 kilomètres, le lendemain, on ne revient plus. C'est pour ça que c'est important de procéder par étapes. Troisième point, c'est s'organiser. Créer des routines. Avoir un agenda. On parlait de checklist. Dans la gestion de temps, je parlais de checklist. Ça aide aussi. Et l'organisation, la routine, c'est fixer des moments pour faire quelque chose. Comme ça, on rentre dans cette routine et c'est plus facile de le faire. Mardi, jeudi et samedi, à 19h, sport. C'est peut-être difficile de le faire les premières semaines, les premiers mois, mais quand on a l'habitude, ça devient notre culture. Et on implique les gens qui nous entourent parce que nos parents, nos amis, les gens avec qui on échange souvent, ils savent déjà. Mardi soir, ils proposent plus de rendez-vous. Ils savent, lui, mardi, il sera au sport. Les routines matinales, j'en ai parlé dans un short. Boire de l'eau, faire une petite méditation, faire des étirements, prendre une douche. Ça peut changer d'une personne à l'autre, mais qu'est-ce qui vous permet d'être sur pied, d'être content, d'être prêt pour attaquer votre journée? Comment vous lisez vos emails? Mettez des routines. Parce que si vous laissez l'email ouvert là, vous n'arriverez jamais à vous concentrer sur une tâche précise. Chaque fois, il y a une notification, il y a un email qui arrive. Vous regardez comme ça, même si ça prend que 2 secondes, pour vous déconnecter déjà pendant ces 2 secondes et pour revenir dans votre sujet, ça prend 30 secondes, voire 1 minute. Et vous serez déjà moins efficace. Fermez les emails. Fixez une heure pour les regarder. Par exemple, vous dites à 11h, voir les emails.
Ne regardez jamais vos emails en commençant votre journée. Il faut faire à la fin de la demi-journée, 11 heures le matin, 16 heures l'après-midi. Peut-être que vous allez trouver d'autres créneaux parce que vous avez d'autres choses déjà de prévues dans ces créneaux, mais ce sont mes propositions. S'organiser, avoir des routines, ce sont des éléments qui nous permettent d'être plus efficaces, plus efficientes pour notre journée. C'est important pour l'autodiscipline. Quatrième point, c'est la motivation. S'automotiver toujours très, très difficile. Et c'est là que joue parfois le monde extérieur. Le monde extérieur nous fout des pressions parfois. Et par exemple, je me suis engagé à faire les conseils du samedi, tous les samedis. Donc, si c'est pas tourné à partir de mercredi, je commence déjà à être un peu nerveux. Mercredi, jeudi, ça augmente. Vendredi, je peux me dire, de toute façon, même si je le fais pas, les gens qui me suivent vont me pardonner. Mais c'est à nous-mêmes de nous foutre la pression. En disant, ouais, mais je me suis engagé, j'ai parlé du samedi. Samedi va venir. Je ne dois pas le rater. Donc, je vais faire un gros effort. Les conseils du samedi, je les ai tenus un moment, jusqu'à ce que j'ai eu un choc émotionnel en perdant ma mère en 2021. Donc là, l'autodiscipline a disparu. Ça m'a pris plusieurs mois, à peu près 5 mois pour me remettre en selle, pour me remettre à mon niveau de production habituelle. C'est dur. Mais, hormis cette période difficile, j'ai toujours essayé de tenir les conseils du samedi, sauf des problèmes graves. Enfant malade, on est dans un endroit où il n'y a pas de connexion du tout, on n'arrive pas à le charger, ainsi de suite. Mais maintenant, j'essaie d'anticiper. Et ça s'appelle le pouvoir de la chaîne. Le pouvoir de la chaîne, c'est le fait qu'on n'a pas envie de couper la chaîne. La chaîne continue. Et quand on s'engage à quelque chose, on s'engage à ne pas couper cette chaîne. C'est ça, un des éléments qui pourrait nous motiver. Deuxième motivation, c'est aussi quand vous avez un plan, quand vous avez quelque chose que vous voulez faire ou développer ou entreprendre, parlez-en à vos proches, parlez-en à vos amis. Parce qu'à partir du moment où on en parle, il y a beaucoup plus de pression. On a envie de faire ce qu'on dit. Donc, quand on en parle, on se met nous-mêmes la pression et on est plus ou moins obligé de les faire. Par exemple, une des choses les plus difficiles dans l'humanité, par exemple, ce sont arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter d'être en retard. On se dit c'est basique, mais ce sont des choses sur lesquelles on peut mesurer que l'autodiscipline n'est pas si simple que ça, que la motivation doit être plus forte pour y arriver. Et quand on dit à quelqu'un « j'ai arrêté de fumer », c'est très difficile ou c'est un peu gênant d'allumer une cigarette devant cette personne. Et c'est ça, une des approches qu'on peut utiliser aussi, en plus du pouvoir de la chaîne, pour se motiver et être motivé. Cinquième point, en continuité du registre de motivation, c'est penser au désir. Il y a des moments où on a envie de se lâcher un peu. On est motivé, mais on se pose quand même la question, mais pourquoi tout ça? Et c'est là où il faut toujours penser au désir.
Qu'est-ce qu'on voulait atteindre comme objectif? C'est quoi cette vision? C'est quoi cette situation qu'on veut? On veut être le meilleur dans le sport qu'on fait? Il faut se lever tous les matins et travailler dur pour y arriver. On veut avoir un corps beau, bien structuré. Il faut voir ce qu'on mange. Il faut travailler dur aussi côté sport. Et il faut peut-être avoir un plan de développement de corps. Maintenant, il y en a plein sur Internet, des programmes pour enlever le ventre, pour se muscler, pour plein de choses. On veut être meilleur dans le théâtre, on veut se lancer dans le cinéma. Il ne faut pas rater ses cours. On apprend, on regarde les films amateurs, on intègre des groupes. Et tout ça demande de l'effort, de la discipline, de l'engagement, du travail. Et parfois, on est lassé, on n'a pas envie. Qu'est-ce qu'on fait pour se remettre en selle? Penser au désir. Ça, c'est le futur. Mais voir aussi ce qu'on a déjà accompli. On regarde un peu notre carnet. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? C'est pas mal quand même. C'est pas le moment de lâcher prise. Il faut que je continue. 6e point, c'est l'hygiène de vie. Faire tous ces efforts, avoir de la motivation, de la discipline, tout ça prend beaucoup d'énergie à notre corps, le cerveau, les muscles, ça prend beaucoup d'énergie. Il faut, en ce sens, faire un effort sur l'hygiène de vie. Il faut qu'on mange sain. Il faut que, quand on travaille, on pense à prendre une pause, à faire des respirations pendant 1 minute, 2 minutes. Il faut qu'on fasse du sport dans cette hygiène de vie. Transpirer chaque jour pour faire ressortir les toxines. Bien sûr, on va aux toilettes, il y a une partie qui sort, mais il faut aussi que ça sorte par la peau. Tout ça fait partie de l'hygiène de vie. C'est important pour avoir l'énergie nécessaire. Bien dormir, c'est un point à ne pas oublier. Dormir minimum 8 heures par jour. Ça aidera votre corps et votre esprit à être en phase avec ce que vous voulez faire tous les jours, à vous pousser à être top fit pour atteindre vos objectifs et faire ce que vous avez à faire. Quand on parle d'hygiène de vie, bien évidemment, il faut arrêter autant que possible le tabac, l'alcool et la drogue. 7e point, c'est faire de la méditation. Je sais, c'est pas facile. On a l'air con. Faut penser à rien, fermer ses yeux, être bien confortable pendant des minutes. C'est très difficile. Parce que quand on nous dit « pense à rien », effectivement, là, on pense directement à tout. Mais la clé, c'est d'essayer, réessayer et ne jamais s'arrêter. Prendre les minutes de respiration, quand on pense à notre respiration, pour ceux qui ont des montres connectées, il y a même des tempos que le montre donne qui vibrent. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez pendant 1 minute. Et la montre vous demande à vous concentrer qu'à ça. Et c'est comme ça la méditation. Vous essayez de penser à rien, vous pensez juste à votre inspiration, expiration. Inspiration, expiration. C'est comme les batteries. Quand on utilise, ça use. C'est comme ça le corps. On les charge, on décharge, on charge, on décharge. On se réveille le matin chargé, on fait la journée, on est déchargé, on charge le soir, on se réveille le matin chargé. À un moment, la batterie est foutue. Qu'est-ce qu'on fait de temps en temps?
on laisse la batterie, on ne l'utilise pas. Et c'est un peu comme ça. Trouver des moments de se ressourcer. C'est-à-dire que, outre le sommeil de nuit, la méditation nous permet de se concentrer, rester éveillé, parce que la nuit on dort, hein, on n'est pas éveillé. Donc, tout en restant éveillé, de ne penser à rien, d'inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et si on arrive à faire ça, ne serait-ce que 3 minutes par jour, vous avez plusieurs milliers de minutes par jour, n'est-ce pas? On a 60 minutes par heure dans la vie, pour 24 heures. Donc si on demande juste 3 minutes par jour, ça pourrait déjà aider. Et essayer de faire des méditations, ça permet d'améliorer sa concentration sur une tâche donnée. On travaille l'amélioration de la concentration, la circulation sanguine, ça aide. Et en parlant de ça, 8e point, c'est le sport. L'activité physique est très importante. Ça stimule notre corps. Ça nous donne envie de faire beaucoup plus de choses. Ça permet de rester en bonne santé. Ça permet de mieux se concentrer. Ça diminue notre exposition au stress. Parce que notre corps augmente la production de testostérone. Et aussi, le sport libère l'endorphine. Et tout ça aide à être plus calme, à pouvoir mieux se concentrer, à être en bonne santé et bien évidemment, à améliorer aussi notre silhouette. Je ne suis pas le bon exemple. Même si je fais du sport quand même, je ne vais pas vous dire combien de fois par semaine, mais je le fais de manière régulière. 9e point, c'est l'optimisation de notre environnement. Améliorer. Être dans un endroit où on se sent bien. Je ne suis pas dehors, je ne suis pas dans la forêt, mais il y a quand même des plantes vertes. Ça aide beaucoup. Avoir de belles décorations dans sa maison, dans son bureau, bien rangé. Parfois, les gens mettent beaucoup de papier sur leur bureau. Je pense que ça leur donne l'impression d'être quelqu'un d'important, d'avoir beaucoup de choses à faire. C'est pas vrai. Tout ce bordel, ça va finir par vous affecter vous-même. Pour avoir l'esprit calme, pour être quelqu'un de discipliné, il faut commencer par ranger. Dès qu'on se lève le matin, on range son lit. On prend le petit déjeuner après les routines, on range ce qu'on a utilisé. On prend une douche, on range ce qui a été utilisé durant ce processus. Ranger son bureau, son lieu de travail, 1 fois par semaine au moins, avant de partir en week-end, c'est très, très important pour l'autodiscipline. À la maison, c'est pareil. Ranger. Je sais, si vous êtes parent, je suis aussi parent. Ranger chez les enfants, ça peut être chaque heure, si on veut. Mais il faut quand même pas laisser plus de 2 jours. Ranger, re-ranger, re-ranger, parce que c'est important. Et si on veut que nos enfants soient comme nous, si nos enfants plus tard soient des gens autodisciplinés, il faut leur inculquer ça. Quand on a appris à parler à nos enfants, on n'a pas, je sais pas, un homme fait à peu près 10 000 mots par jour, selon les scientifiques. Une femme peut aller jusqu'à 25-30 000 mots. Imaginez avec ces 10 000 mots, l'enfant ne parle pas du premier jour. Donc 10 000 plus 35 000, s'il est juste tout le temps avec vous, il a 45 000 mots par jour. Mais il ne parle pas pour autant en quelques jours. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut des répétitions, 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 répétitions. Et c'est exactement comme ça qu'on fait. Quand on range 10 000 fois, il va penser que c'est important parce qu'on le fait tous les jours, parce qu'on le fait souvent, parce qu'on ne rate pas le moment de le faire. Donc on ne le fait pas seulement pour nous,
mais on le fait aussi pour nos progénitures. Dixièmement, c'est célébrer, enfin, ils disent renforcement positif, c'est-à-dire se récompenser. Ou on utilise le renforcement négatif, se donner une punition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on atteint un objectif, il faut qu'on célèbre, il faut qu'on fasse ce qu'ils appellent renforcement positif, il faut qu'on se donne une récompense, il faut qu'on en parle aux gens. Et cette célébration, c'est ce qui va rendre notre motivation plus vive, plus forte. En contrepartie, on peut aussi trouver un renforcement négatif, c'est-à-dire se punir. Et là, j'ai une histoire très intéressante. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas Frank. Thomas Frank, qu'est-ce qu'il a trouvé comme astuce pour se punir? Il a mis un texte sur Twitter. Bon, il utilise un outil qui s'appelle Buffer et cet outil permet de sortir un tweet à un moment donné. Donc, chaque matin, il a prévu un tweet à 6h10 qui dit « Il est 6h10, je suis toujours pas debout parce que je suis un fainéant. Pour les 5 premiers commentaires, je vous donne $5 chacun dans la limite de 5 personnes. » Et ce tweet, il doit l'effacer avant 6h10. Son réveil, c'est à 6h. Il a 10 minutes pour effacer sur Buffer le tweet. S'il rate ça, c'est que dans la matinée, il y a plus de 5, il est très suivi, donc il y a plusieurs gens, mais au moins les 5 premiers, il va leur donner $5 chacun, ce qui fait $25 chaque matin. Et je pense que c'est une bonne punition qu'on s'inflige à soi-même, parce que pour éviter de perdre $25 le matin, on est obligé de se réveiller avant 6h10. On n'est pas tous comme Thomas Frank, mais je pense qu'il y a aussi d'autres systèmes de punition qu'on peut s'infliger à soi-même pour pouvoir faire quelque chose dans le timing qu'il faut tous les jours. 11e point, c'est intégrer votre identité. On est tous humains, on est tous différents. Il y a plus de 7 ou 8 milliards. Les scientifiques disent qu'il y a déjà plus de 8 milliards d'humains sur la planète. Donc on est tous différents. On a chacun nos valeurs, heureusement. On a chacun nos objectifs. Et quand on parle d'autodiscipline, il faut que ce soit marié. Il faut que ce soit cohérent avec nos valeurs, avec notre identité, avec ce qui nous fait, ce qui nous différencie des 8 milliards autres personnes. Et ça, c'est très important. Et 12e point, et pas les moindres, c'est que toujours dans ce registre, il faut que de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, on s'accorde un peu de flexibilité. La flexibilité, c'est ce qui fait l'humain. Il ne faut pas qu'on soit très, très, très rigide. C'est-à-dire que si on se lève à 6h du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, le 1er janvier de l'an prochain, comme c'est la nouvelle année, et que c'est une seule fois sur 365, on peut s'accorder de nous lever un peu plus tard, par exemple. C'est-à-dire que la flexibilité devrait être permise. Mais pas tous les jours. La flexibilité, c'est pas une excuse pour ne pas atteindre nos objectifs, pour ne pas continuer dans notre chemin, dans notre vision. C'est des exceptions qu'on peut juste s'accorder, juste un tout petit peu. Point bonus, si vous avez la possibilité d'avoir un mentor ou un partenaire, ce serait une très, très bonne chose. Pourquoi? Parce que faire un objectif et qu'on en parle à personne, c'est souvent très difficile. Je sais qu'en Europe, parfois, c'est compliqué d'avoir un partenaire, un ami, un mentor.
ici, il faut faire attention. C'est pas un mentor qui va vous dicter ce que vous allez faire. Parce que comme on a dit au point 11, il faut que ce soit votre idée, que ce soit cohérent par rapport à votre identité, vos valeurs, ce que vous défendez. Mais le rôle du mentor, c'est juste comme dans les coachs dans le sport. Même les plus grands sportifs du monde, ils ont un coach. Leur coach, c'est quelqu'un qui suit l'évolution. C'est quelqu'un qui leur permet de se réveiller. C'est quelqu'un qui dit, hey, tu as dit que tu voulais faire 15 minutes de jogging aujourd'hui. Ben, il faut le faire. C'est quelqu'un qui est là pour vous rappeler ce qui est à faire. C'est quelqu'un, surtout à qui vous avez confiance à 100%. Ça peut être un partenaire aussi. On peut s'aider. Il ou elle vous aide. Et nous, en contrepartie, on l'aide aussi. On se demande, c'est quoi tes objectifs pour tel jour? Et les miens, c'est ça. Et on se vérifie. Ah oui, je dois faire le mien. Mais après, toi aussi, est-ce que tu as fait les tiens? Et ça peut être quelque chose de magique. Ça peut aider. Ça peut nous pousser à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Journalièrement, hebdomadairement, mensuel, annuel. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite toujours à partager la vidéo avec des gens que vous pensez être intéressés par le même thème, le même sujet. Sinon, je vous invite à aimer notre page, à cliquer sur s'abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.